de ce métier et de ce temps et de ce moment où on se retrouve sur le plateau. Il n'a fallu qu'une vibration pour fissurer toute une vie. Une seule notification froide et impersonnelle pour faire trembler les certitudes les plus solides. Et ce soir-là, Laurent Delahousse ne le savait pas encore. Mais il venait de franchir une ligne invisible dont on ne revient jamais. Car dites-moi, que feriez-vous si en une seconde tout ce que vous croyiez vrai commençait à se fissurer? Sans bruit. Il était assis dans son bureau, la lumière tamisée dessinant des ombres calmes sur les murs, concentré sur les notes d'un reportage qu'il devait présenter le lendemain, un de ces soirs ordinaires où rien ne dépasse, où la routine rassure, où la vie semble parfaitement sous contrôle, puis son téléphone vibra, brièvement, presque timidement, comme s'il hésitait à déranger, un message automatique. De la banque, banal, prévisible, insignifiant. Et pourtant, quelque chose dans ces quelques mots allait tout renverser. Au début, il ne réagit pas, habitué à ces alertes liées aux dépenses du quotidien. Mais son regard revint, attiré malgré lui, comme si une force discrète insistait, paiement confirmé, Hôtel Saint-Florent, suite 308, 19h52. Le silence de la pièce sembla soudain plus lourd, presque dense, et Laurent Delahousse fronça légèrement les sourcils, pas encore inquiet, juste surpris. Un hôtel, ce n'était pas habituel, mais ce n'était pas impossible non plus. Puis l'heure le frappa, 19h52. Quelques minutes plus tôt, sa femme lui avait écrit qu'elle était à un dîner professionnel, un de ces repas qui s'éternisent, rien. D'anormal en apparence, et pourtant quelque chose ne collait pas. Il resta immobile, le téléphone dans la main, un sourire bref, presque ironique, traversa son visage, une erreur sans doute, une confusion. Les systèmes bancaires ne sont pas infaillibles. Il posa l'appareil sur la table, tenta de reprendre son travail, mais déjà une fissure venait de se créer, invisible mais réelle, comme un courant d'air froid dans une pièce fermée. Les minutes passaient, et les mots sur ces documents perdaient en leur sens. Son esprit revenait sans cesse à cette phrase. Hôtel Saint-Florent, suite 308, il connaissait cet endroit. Tout Paris le connaissait, un lieu élégant, discret, mais surtout connu pour accueillir ce que l'on ne veut pas montrer. Et là, quelque chose en lui résista. Non, impossible. Pas elle, pas après toutes ces années, pas après tout ce qu'ils avaient construit ensemble, mais une autre voix, plus sourde, plus lente, commença à murmurer, une voix qu'il aurait préféré ne jamais entendre. Car soudain, des détails oubliés remontèrent à la surface, des fragments de réalité qu'il n'avait jamais assemblés, des retours tardifs, des messages écrits rapidement, presque nerveusement, un téléphone toujours posé écran contre la table, comme pour cacher quelque chose, et cette sensation étrange, indéfinissable, qu'il avait ressentie sans jamais l'analyser, comme si une partie d'elle s'éloignait doucement sans qu'il ne s'en aperçoive vraiment. Il secoua la tête, refusant cette idée, refusant de devenir cet homme qui doute sans preuve, celui qui détruit tout avec ses soupçons. Et pourtant, ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, Laurent Delahousse ressentit le doute, un doute silencieux, presque élégant, mais profondément destructeur. Car le doute ne crie pas, il s'installe, il s'infiltre, il transforme chaque souvenir. Assis dans son bureau, incapable de travailler, il laissa son esprit remonter le fil des dernières semaines. Au début, rien ne semblait alarmant. Leur vie avait toujours été rythmée par des horaires décalés, lui absorbé par ses journaux, ses répétitions, ses dossiers, elle par ses propres engagements. Ils avaient appris à vivre ainsi, à se faire confiance sans questionner, mais maintenant, chaque détail changeait de couleur. Elle rentrait plus tard, souvent, avec des explications simples, des réunions prolongées, des projets urgents, et lui n'avait jamais insisté. La fatigue explique beaucoup dans une vie d'adulte. Pourtant, une impression persistait, celle qu'une partie d'elle restait ailleurs, comme si elle ne revenait jamais complètement. Puis il y avait ce téléphone, toujours silencieux, toujours présent, chaque vibration déclenchant chez elle un geste rapide, presque réflexe. Et ce souvenir précis revint, un dîner tranquille, une vibration, sa question simple, un message important et sa réponse immédiate, non juste une collègue, un sourire rapide, trop rapide peut-être. Sur le moment, il n'y avait vu qu'un échange banal. Aujourd'hui, cette scène prenait un autre sens. Et puis ces changements subtils, presque invisibles, une attention nouvelle à son apparence, des parfums différents, une énergie inhabituelle lorsqu'elle se préparait pour sortir. Rien d'extraordinaire, rien qui justifie une accusation, mais une question naissait malgré lui. Pour qui faisait-elle tout cela ?
Cette pensée le troubla profondément, car Laurent Delahousse n'était pas un homme jaloux. Il avait toujours vécu avec une confiance tranquille, une certitude presque naïve que son couple reposait sur des bases solides. Mais ce message bancaire avait ouvert une brèche, et dans cette brèche, les souvenirs s'accumulaient désormais comme les pièces d'un puzzle dérangeant. Il tenta encore de se raisonner. Peut-être interprétait-il mal, peut-être que tout cela n'était qu'une coïncidence, mais une sensation persistait, comme si la vérité se trouvait juste derrière un voile qu'il n'osait pas soulever. Et plus il essayait de l'ignorer, plus elle devenait présente. Cette nuit-là, il resta assis longtemps, le regard perdu, répétant mentalement ces mots « Hôtel Saint-Florent », suite 308, une phrase simple qui pourtant venait de briser quelque chose en lui. Et sans qu'il ne s'en rende encore compte, une décision prenait déjà forme, lente, inévitable, car parfois on croit vouloir oublier, mais en réalité on se prépare à découvrir. Le lendemain, il se réveillerait avec cette sensation lourde, celle où l'on espère que tout n'était qu'une erreur. Mais il saurait déjà qu'il ne pourrait pas avancer sans réponse. Et cette réponse l'attendait, quelque part dans Paris, derrière une porte, dans une suite, à une heure précise. Et lorsqu'il déciderait finalement d'y aller, ce qu'il découvrirait ne serait pas seulement une vérité, mais une fracture irréversible, car certaines questions, une fois posées, détruisent à jamais celui qui ose les poser. Partie 2. La vérité qui brûle. Le lendemain matin, Laurent Delahousse ouvrit les yeux avec cette sensation lourde qui colle à la peau après une nuit sans repos. Une impression étrange où l'esprit refuse encore d'accepter ce que le corps a déjà compris. Et pourtant la phrase était toujours là, nette, implacable. Hôtel Saint-Florent, suite 308, gravée dans sa mémoire comme une condamnation. Silencieuse, alors dites-moi, jusqu'où iriez-vous pour vérifier une vérité que vous redoutez déjà ? Il tenta de commencer sa journée comme si rien n'avait changé, consulta ses mails, relut ses notes, porta à ses lèvres un café devenu froid sans même s'en rendre compte. Mais chaque geste semblait vide de sens, mécanique, car au fond de lui, une seule pensée dominait tout le reste, il devait savoir. Vers la fin de la matinée, presque sans réfléchir, comme guidé par une force plus forte que sa raison, il prit ses clés, descendit, démarra sa voiture et s'engagea dans les rues de Paris. Un trajet qu'il connaissait par cœur et qui pourtant lui sembla irréel, comme si la ville continuait de vivre normalement pendant que son monde à lui se suspendait. Les feux rouges, les passants, les vitrines, tout défilait sans qu'il n'y prête réellement attention. Car dans son esprit, il était déjà ailleurs, devant cette porte, face à cette réponse qu'il n'était pas prêt à entendre. Lorsqu'il arriva enfin devant l'hôtel Saint-Florent, il resta immobile quelques secondes, les mains serrées sur le volant, observant la façade élégante, discrète, presque rassurante. Un de ces lieux où rien ne semble jamais violent. Et pourtant, il savait que derrière ces murs se cachaient parfois les vérités les plus brutales. Il inspira profondément, sortit de la voiture et entra. Le hall était calme, baigné d'une lumière douce, presque irréelle, comme si le monde extérieur n'existait plus. Derrière le comptoir, un réceptionniste classait des documents, leva les yeux, reconnut immédiatement ce visage familier que des millions de téléspectateurs voyaient petit à petit chaque semaine, mais Laurent Delahousse ne laissa rien paraître. Il s'approcha avec une maîtrise presque parfaite, maîtrise qu'il avait construite face aux caméras, et d'une voix posée, presque détachée, il demanda simplement à vérifier une information. Il montra la notification sur son téléphone, le réceptionniste observa l'écran, tapa quelques mots sur son ordinateur, et ces secondes devinrent interminables, étirées comme un fil prêt à se rompre. Puis l'homme releva les yeux, et dans ce regard, il n'y avait ni doute ni hésitation. La réservation était bien réelle, la suite avait été occupée la veille au soir. À cet instant précis, quelque chose ralentit en lui, comme si son cœur refusait d'accélérer vers l'inévitable, mais il posa malgré tout une deuxième question. La voix légèrement plus sèche, la réservation était-elle au nom de sa femme ? La réponse tomba, simple, nette, oui. Le silence qui suivit sembla absorber tout le reste. Le hall devint trop vaste, trop calme, presque oppressant. Et pourtant, il restait une dernière question. Celle qu'il redoutait plus que tout, celle qui ne laisse aucune échappatoire. Était-elle seule ? Le réceptionniste répondit sans détour, non. Et là, en une fraction de seconde, tout bascula. Les doutes de la veille, les souvenirs flous, les détails ignorés, tout s'assembla brutalement, comme un puzzle qui révèle enfin son image. Et cette image était insoutenable. Sa femme était venue ici, et elle n'était pas seule. Mais le choc ne s'arrêta pas là, car dans les secondes qui suivirent, une autre vérité s'imposa, plus violente encore. L'homme qui l'accompagnait n'était pas un inconnu, pas une rencontre sans lendemain, c'était quelqu'un qu'il connaissait,
quelqu'un qui avait franchi le seuil de leur maison, quelqu'un avec qui ils avaient partagé des repas, des rires, une confiance, une double trahison. Laurent Delahousse resta immobile, incapable de penser clairement. Lui qui maîtrisait chaque mot à l'antenne se retrouvait soudain vidé, désarmé, comme si tout ce qui faisait sa force venait de disparaître. Lorsqu'il quitta l'hôtel, le monde extérieur le frappa par sa normalité. Les voitures circulaient, les terrasses se remplissaient, les voix se mêlaient, mais pour lui, plus rien n'avait le même sens, quelque chose s'était effondré et ne se relèverait pas. Il rentra chez lui plus tôt que d'habitude, la maison était silencieuse, familière, et pourtant étrangère, chaque objet semblait appartenir à une autre vie, une vie qui n'existait déjà plus. Il s'assit dans le salon, sans allumer la télévision, les mains posées sur les genoux, le regard fixe, laissant les mots du réceptionniste résonner encore, suite 308, elle n'était pas seule, une phrase courte mais capable de détruire des années entières. Le temps passa lentement, sans qu'il ne bouge, sans qu'il ne ressente de colère immédiate. Seulement un vide immense, profond, comme si tout son être se creusait de l'intérieur. Puis la porte d'entrée s'ouvrit. Il releva la tête. Sa femme entra, comme tous les soirs, avec cette simplicité tranquille qui autrefois le rassurait. Elle posa son sac, retira son manteau, lui adressa un sourire léger. « Tu es déjà rentré ?» demanda-t-elle. Et ce sourire lui parut soudain étranger, presque irréel, comme s'il appartenait à quelqu'un d'autre. « Oui, » répondit-il calmement, « j'avais fini plus tôt. » Elle se dirigea vers la cuisine. Les gestes habituels, l'eau qui coule, les verres qui s'entrechoquent. Une normalité insupportable, presque violente dans sa banalité. Alors il se leva. « Nous devons parler. » Sa voix était calme, mais ce calme n'avait rien de paisible. Elle s'arrêta, se tourna lentement, et dans son regard quelque chose changea. Peut-être avait-elle compris à cet instant précis que le secret venait de tomber. Ils s'assirent face à face, et fidèle à lui-même, Laurent Delahousse ne cria pas, ne s'emporta pas. Il sortit simplement son téléphone et posa l'écran sur la table. Le message apparut clairement. Hôtel Saint-Florent, suite 308. Le silence devint presque insoutenable. Elle baissa les yeux. Quelques secondes passèrent, longues, lourdes, puis les mots tombèrent. « Je suis désolé ». Une phrase simple mais qui n'avait plus aucun pouvoir. « Depuis quand ?» demanda-t-il doucement. Et cette douceur rendait la douleur encore plus profonde. « Depuis quelques mois » répondit-elle. Et ces mots frappèrent comme une évidence impossible à accepter. Car cela signifiait que pendant tout ce temps, leur vie avait continué, les repas, les discussions, les moments partagés, tout avait coexisté avec le mensonge. « Je ne voulais pas te blesser », ajouta-t-elle. Et cette phrase provoqua en lui une fatigue immense. Car comment pouvait-on construire une trahison en prétendant protéger l'autre? La conversation dura longtemps, trop longtemps, les mots s'accumulaient sans jamais réparer ce qui était brisé. Et peu à peu, Laurent Delahousse comprit une chose simple et terrible. Il n'y avait pas de retour possible. Cette nuit-là, il ne dormit pas, assis dans son bureau, observant les photos, les souvenirs, réalisant que quelque chose venait de mourir définitivement. Et pourtant, le pire, il restait encore à venir. Car ce drame intime n'allait pas rester enfermé entre ces murs. Bientôt, une seule image, suffirait à transformer cette douleur privée en un scandale public que personne ne pourrait arrêter. Partie 3. La chute en pleine lumière. Une seule image peut suffire à détruire ce qu'il reste d'une vie. Une seule photographie arrachée à l'intimité pour l'exposer au regard du monde. Et Laurent Delahousse allait bientôt comprendre que certaines tempêtes ne préviennent jamais. Alors dites-moi, comment continuer à avancer lorsque votre douleur ne vous appartient plus? Pendant quelques jours, Nanyourcien, il tenta de maintenir une illusion fragile. Un semblant de normalité construit sur le silence, il continuait à se rendre à la rédaction. Saluait ses collègues avec cette élégance calme qui avait forgé sa réputation. Relisait ses textes avec la précision d'un homme qui refuse de s'effondrer. Et devant les caméras, sa voix restait posée, assurée, familière pour des millions. De téléspectateurs qui ignoraient tout du chaos intérieur qui le dévorait, mais derrière cette maîtrise parfaite, quelque chose se fissurait chaque jour un peu plus. Le soir, en rentrant chez lui, la maison devenait un espace lourd, presque irréel. Les conversations avec sa femme étaient rares, mécaniques, vidées de toute authenticité. Ils partageaient encore les mêmes murs, mais déjà plus la même vie, et lui portaient ce secret comme une pierre dans la poitrine, convaincus qu'ils devaient protéger ce qui restait de leur intimité, persuadés que cette tragédie pouvait encore rester cachée. Il se trompait. Dans le monde des figures publiques, les silences sont fragiles.
Et les secrets ne survivent jamais longtemps à la curiosité des autres. Tout commença par de simples observations, presque insignifiantes, des regards échangés dans les couloirs de la chaîne, des murmures discrets. Certains remarquèrent que Laurent Delahousse semblait plus fatigué, qu'il parlait moins, qu'il s'isolait davantage. Un technicien affirma à l'avoir vu quitter le plateau avec les yeux rougis. Un autre raconta qu'il restait parfois seul dans sa loge, immobile, comme perdu dans ses pensées, et peu à peu, ces détails s'assemblèrent, alimentant une rumeur diffuse, invisible, mais déjà présente. Puis un jour, tout bascula. Dans un restaurant discret du centre de Paris, un photographe y aperçut sa femme attablée avec un homme. Leur geste était naturel. Trop naturel pour être anodin, leur regard complice, leur sourire chargé de cette intimité que l'on ne partage qu'à deux. Et au moment de quitter les lieux, elle posa brièvement sa main sur le bras de son compagnon. Un geste simple mais suffisant, le photographe n'hésita pas. Quelques clichés pris à distance, des images ordinaires en apparence, mais explosives dans leur contexte. Ces photos furent vendues à un magazine. Et dans les bureaux feutrés de la rédaction, l'affaire fut immédiatement perçue pour ce qu'elle était, un scandale prêt à éclater, un récit capable de captiver, de choquer, de faire vendre. L'article fut préparé dans la plus grande discrétion, accompagné d'un titre calculé pour frapper fort, et lorsque le jour de la publication arriva, tout s'embrassa. Paris se réveilla avec cette histoire étalée dans les kiosques. La femme du célèbre présentateur photographiée avec un autre homme. En quelques heures, les réseaux sociaux s'enflammèrent, les commentaires affluèrent. Certains exprimaient leur compassion, d'autres cédaient à une curiosité brutale, presque cruelle, comme si la douleur d'un homme devenait un spectacle. Laurent Delahousse apprit la nouvelle avant sa sortie officielle. Un collègue, visiblement mal à l'aise, l'avait pris à part dans un couloir et en entendant ces mots, il sentit une pression glaciale traverser sa poitrine. Le secret qu'il avait tenté de préserver venait d'être arraché, exposé, déformé peut-être, mais désormais public. Et à cet instant, il comprit que sa douleur ne lui appartenait plus. Le soir même, malgré la tempête qui commençait à gronder, il devait présenter le journal. Des millions de regards l'attendaient, comme chaque week-end. Lorsque le générique retentit et que les caméras s'allumèrent, il inspira profondément. Et pendant quelques instants, tout sembla fonctionner, la mécanique habituelle reprit. Sa voix trouva son rythme, son regard fixa à l'objectif avec assurance. Mais peu à peu, quelque chose se dérégla. Imperceptiblement d'abord, puis de manière irréversible, sa voix trembla légèrement. Son regard se perdit un instant, et au moment de lancer un reportage, le silence s'installa. 10 secondes. 10 secondes d'un vide immense, diffusé en direct, sous les yeux de tout un pays. 10 secondes où Laurent Delahousse, l'homme toujours maître de lui-même, resta figé, incapable de continuer, et ce moment devint immédiatement un point de rupture. Une image forte, marquante, celle d'un homme en train de céder sous le poids de quelque chose que personne ne voyait, mais que tout le monde ressentait. Les jours qui suivirent furent parmi les plus éprouvants de sa vie. Après cet instant, la direction de la chaîne lui proposa de prendre du recul, officiellement pour le protéger, officieusement parce que le scandale commençait à entacher l'image du journal, et il accepta sans discuter, car au fond de lui, il savait qu'il n'était plus capable de faire semblant. Pour la première fois depuis plus de 20 ans, il disparut des écrans. Les caméras qui avaient été une partie de lui devinrent soudain quelque chose à éviter. Des journalistes campaient parfois devant son domicile, espérant une déclaration, un mot, une réaction. Les magazines continuaient d'alimenter l'histoire, ajoutant, exagérant, interprétant, mais lui restaient silencieux, enfermé dans une solitude profonde. Les journées s'étiraient lentement. Il sortait peu, répondait rarement au téléphone, refusait les invitations, et l'homme que le public connaissait comme sûr de lui traversait désormais une période de fragilité intense, comme si tout ce qu'il avait construit vacillait. En même temps, sa vie privée, son équilibre, son image, tout semblait emporté par une seule tempête. Le divorce fut prononcé quelques mois plus tard, presque discrètement, comme une conclusion inévitable. Et à certains moments, Laurent Delahousse eut l'impression que tout s'était effondré sans retour possible. Mais au cœur de cette chute, quelque chose d'inattendu commença à émerger, lentement, presque imperceptiblement. Car lorsque tout s'arrête, lorsque le bruit disparaît, il reste parfois un espace pour se reconstruire. Et c'est précisément dans ce silence qu'il allait découvrir une vérité différente, une vérité moins visible, mais peut-être plus essentielle que tout ce qu'il avait perdu. Partie 4. Ce qui reste après la tempête.
Quand tout s'effondre, il reste une question que personne ne peut éviter. Que reste-t-il de vous lorsque votre vie n'est plus celle que vous reconnaissiez hier? Et c'est dans ce silence brutal que Laurent Delahousse allait découvrir quelque chose qu'aucune carrière, aucune réussite, aucune certitude ne lui avait jamais appris. Les premiers jours furent les plus lourds, non pas à cause du bruit extérieur, mais à cause du vide intérieur, un vide dense, presque physique, qui s'installait dès le réveil et ne le quittait plus. Il n'y avait plus de plateau, plus de direct, plus de rythme imposé, seulement des heures longues, étirées, face à lui-même, et pour la première fois depuis des années, il ne pouvait plus fuir dans le travail. Il restait souvent assis près de la fenêtre, observant une ville qui continuait de vivre sans lui. Les passants pressés, les conversations anodines, les rires sur les terrasses, tout cela lui paraissait lointain, comme s'il regardait une autre réalité à laquelle il n'appartenait plus vraiment. Et pourtant, au milieu de cette sensation d'effacement, une question persistait. Était-il réellement détruit ou simplement transformé? Au début, il n'y avait pas de réponse, seulement des souvenirs qui revenaient, parfois doux, parfois violents. Des fragments de vie qu'il analysait avec une lucidité nouvelle, car la douleur a ce pouvoir étrange. Elle éclaire ce que l'on refusait de voir, elle oblige à revisiter le passé sans filtre, sans illusion. Et peu à peu, Laurent Delahousse comprit que son histoire ne s'était pas brisée. En une nuit, elle s'était lentement fissurée, imperceptiblement, bien avant ce message, bien avant cet hôtel, bien avant cette suite 308 qui n'avait fait que révéler ce qui existait déjà. Cette prise de conscience ne supprimait pas la blessure, mais elle lui donnait un sens différent, moins brutal, plus profond, comme si la réalité cessait d'être un choc pour devenir une compréhension. Les jours passaient, et dans ce silence qu'il redoutait tant, quelque chose commença à changer. Il reprit un carnet, presque par réflexe, et se mit à écrire, non pas pour être lu, non pas pour convaincre, mais pour comprendre, des phrases simples, des idées, des observations, des fragments d'émotions qu'il n'avait jamais eu le temps d'exprimer auparavant. Et à travers ces mots, il retrouva une partie de lui-même qu'il croyait perdue, sa curiosité, son regard sur les autres, cette capacité à raconter des histoires humaines avec sincérité. Ce n'était pas un retour immédiat, ni une reconstruction spectaculaire, mais un mouvement lent, fragile, presque invisible, comme une lumière qui revient après une longue obscurité. Quelques mois plus tard, une proposition arriva, discrète, presque prudente. La chaîne lui offrait de revenir, mais autrement, sans direct, sans pression immédiate, des documentaires, des enquêtes longues, des récits qui demandaient du temps, de la distance, et cette fois, Laurent Delahousse ne répondit pas immédiatement. Il prit le temps de réfléchir, car il savait que revenir ne signifiait pas redevenir celui qu'il était avant. Finalement, il accepta, non pas pour effacer le passé, mais pour avancer avec lui, pour transformer cette expérience en quelque chose de plus grand, de plus vrai. Son retour ne passa pas inaperçu. Certains saluèrent son courage, d'autres ne virent en lui que l'homme du scandale, celui dont la vie privée avait éclaté au grand jour mais lui avait cessé de chercher à contrôler ses regards. Il avait compris que l'image que les autres construisent ne lui appartient pas. Ce qu'il contrôlait désormais, c'était sa manière de continuer. Avec le temps, il réalisa que certaines blessures ne disparaissent jamais complètement. Elles restent là, silencieuses, comme des cicatrices invisibles, mais elles ne définissent pas nécessairement toute une existence. Elles deviennent une partie de l'histoire, pas son aboutissement. Il n'était plus exactement l'homme qu'il avait été avant cette nuit où tout avait basculé. Et peut-être ne le redeviendrait-il jamais, mais en échange, il avait gagné autre chose, une lucidité plus profonde. Une compréhension plus fine de la fragilité humaine, de ces failles que chacun porte en soi sans toujours les reconnaître. Car derrière les visages que l'on voit à l'écran, derrière les carrières que l'on admire, il y a toujours des êtres humains, avec leurs doutes, leurs erreurs, leurs chutes, et parfois leur renaissance. Laurent Delahousse n'avait pas effacé son passé. Il avait appris à vivre avec, à le regarder sans détour, à en faire une force plutôt qu'un poids, et c'est peut-être là que réside la véritable résilience, non pas dans l'oubli, mais dans la capacité à transformer une douleur en compréhension. Alors, dites-moi, pensez-vous qu'un homme peut réellement se reconstruire après une trahison aussi profonde, où certaines blessures marquent-elles à jamais ce que nous devenons ?